Oui, bonsoir. Je suis italien et en cette période, on est en train de vivre une situation de normalisation d'un mouvement qui a fait de la contestation vraiment sa force. Cioè, ce mouvement, le Movimento 5 Stelle, a commencé avec il vaffanculo dei. Donc c'était vraiment contestation toujours. Un autre type de contestation de celle dont vous parlez, mais quand même, c'était la force du mouvement. Et moi, je suis bouleversé pour voir, j'ai jamais soutenu ce mouvement parce que sa dialectique déjà me faisait comprendre quel type de contestation était. Mais je suis bouleversé par voir comme la normalisation si rapide qu'ils sont en train de vivre. Ils sont un ascenseur de l'extrême droite en Italie. Et bouleversé pour voir que l'électorat ne contexte rien. Donc il n'y a pas une normalisation seulement du mouvement, mais de l'électorat. Et donc ça me questionne sur le fait, mais peut-être ce que cet électorat voulait, c'était vraiment seulement la prise du pouvoir, finalement. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Je propose qu'on en prenne encore une ou deux, et puis on repassera. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. J'arrive. Ah, oui, monsieur, ici derrière. Carla, si tu veux bien. Bonsoir. Moi, je travaille au sein du mouvement ouvrier chrétien. Donc, Ariane n'était pas là ce soir, mais je me permettrai de poser deux questions aux intervenants. La première, c'est sur le rapport entre mouvement social, syndical en particulier, mais mouvement social plus largement, d'une part, et d'autre part, les partis politiques. Et donc, en Belgique, souvent, on entend des deux côtés de la barrière, si je puis dire, et des partis, et en tout cas des syndicats, de dire eux, c'est eux, nous, c'est nous. Donc de faire une séparation très nette entre, d'une part, l'activité politique partisane et d'autre part, l'activité du mouvement social. Et donc j'aurais aimé avoir vos réflexions par rapport à ça. Et d'autre part, c'est sur la question de l'État, c'est-à-dire qu'on a aussi deux choses qui vivent très fort dans les mouvements sociaux en Belgique, soit dans des mouvements très massifs et très institutionnalisés comme les syndicats ou les mutualités, un rapport assez peu problématisé par rapport à l'État, c'est-à-dire l'État est plutôt de notre côté, a priori, surtout en réaction au néolibéralisme notamment et tout ça. Et d'autre part, dans des mouvements plus basistes et plus radicaux, etc., un rapport de non, l'État, l'État évidemment c'est l'ennemi, mais surtout du coup il ne faut pas trop penser cette question de l'État. Et donc une absence peut-être de réflexion sur la question du pouvoir. Enfin, c'est un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais donc, par rapport à ces deux aspects, ces deux contradictions, votre point de vue. Merci, messieurs. On va prendre encore une dernière intervention ici, juste devant Carla, si tu veux bien descendre. Monsieur, si vous voulez bien lever la main, comme ça, ma collègue vous voit. Merci. J'essaye aussi de voir de l'autre côté de la salle pour après. Oui, moi je voudrais poser une question aux camarades de Podemos et sur la volonté ou non de l'affichage dans le programme de Podemos de dénoncer les traités européens et aussi la politique de Podemos concernant la question du maintien de l'Espagne à l'euro. Et quelle est l'analyse de comment il perçoit la monnaie de l'euro? Je parle de Podemos. Hein. Est-ce que pour Podemos, la monnaie, l'euro, c'est une simple monnaie ou c'est plus qu'une monnaie, c'est peut-être un instrument de domination. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions. Je propose que on commence dans l'ordre. Donc, que dire de la contestation de droite? Je ne sais pas, on a parlé du mouvement 5 étoiles, mais je crois que ce n'est pas les seuls. Je me tourne vers le panel. Et il n'est pas né comme contestation de droite. Merci pour la précision.
Est-ce que l'un d'entre vous souhaite s'exprimer par rapport à cette question? Juste là. Non, moi, ce qui me frappe, et c'est y compris peut-être pour une clarification avec Mathieu, moi, ce qui me frappe, c'est y compris la normalisation de la part du mouvement 5 étoiles et y compris de la Lega del Norte, donc de Salvini, qui pour moi représente un danger terrible. Hein. J'ai aucune illusion là-dessus. Mais ce qui est frappant, c'est qu'alors qu'ils ont mené campagne pour la sortie de l'euro, ou largement là-dessus, leur soumission à l'euro, c'est finalement, ils ont décidé quelque part de diriger le mécontentement essentiellement sur la question de la migration pour détourner l'attention par rapport à un des engagements qu'ils avaient annoncé dans leur campagne électorale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même le secteur de la droite désobéissante, finalement, respecte le cadre européen. C'est juste un point. Je ne veux pas dire par là que j'attends de la droite qu'elle démolisse le cadre européen. Je préfère qu'on le démolisse, ce cadre européen, évidemment, à partir d'une orientation réellement internationaliste, de solidarité, de changement, donnant un contenu de refondation d'une intégration des peuples européens, et pas dans le cadre, évidemment, d'une politique néolibérale, pro-capitaliste et de forteresse Europe. Mais ça me frappe que même ces contestations à la victoire Orban et du côté polonais, qui s'affirment comme et qui gagnent un soutien populaire parce qu'ils s'opposent à l'Europe qui est détestée par une partie de la population, leur indiscipline est quand même relativement mesurée et essentiellement dirigée sur le thème migratoire de la part d'Orban, pas sur le thème de l'indiscipline budgétaire vraiment forte, etc. Mais voilà, c'est une remarque que je voulais faire de ce côté-là. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que par rapport à cette question de la contestation plus de droite ou le mouvement 5 étoiles? Non, simplement dire que de ce point de vue, effectivement, si on fait de la contestation des traités européens le critère ou l'étalon qui permet de dire s'il y a normalisation ou pas, de fait, il y a des mouvements aussi divers que Orban ou Salvini tombent du côté de la normalisation. Reste qu'on voit bien que c'est peut-être du coup le concept même de normalisation qui a le dos large, parce qu'à l'intérieur de cette normalisation, outre l'obsession et la hantise migratoire, la question des libertés publiques par exemple, me paraît quand même... finalement, dans la norme, on peut faire beaucoup de choses différentes. Et c'est pour ça que, c'est sans doute mon côté foucaldien, j'aurais tendance à me méfier de cette frontière unique qui obligerait à dire qu'on est normalisé ou qu'on ne l'est pas. Alors ça peut être une bonne nouvelle, ça permet toute une série de dégradations, de gradations, pardon, ou de dégradations selon le côté de la barrière où on se trouve. Oui, c'est vrai que l'exemple de 5 Stelle c'est très frappant parce que bon, c'est un parti qui semblerait avoir devenu le contraire de ce qu'il prétendait dans un délai très court. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu, je pense, historiquement, des partis qui devient exactement le contraire de ce qu'ils voulaient défendre, qui est cette dialectique, cette opération dialectique prodigieuse est très frappante. Et ce qui est frappant surtout, c'est que chez les partis sociodémocrates, ça a pris des décennies, presque un siècle pour s'achever. Et là, on voit des partis comme, à mon avis, Syriza, qui a atteint cette opération dans un délai très très court d'un an. Dans le cas de 5 Stelle, et la vérité, c'est qu'il n'était pas de droite, il n'était pas de gauche non plus. Justement,
son motto, c'était ni de gauche ni de droite. Et au-delà de ces étiquettes, je pense que une partie du problème, ça touchait ce que je disais sur l'importance du programme, c'est que finalement, on n'a jamais su très bien ce que Cinque Stelle prétendait. Et quelque part, ça prétendait reprendre une colère populaire vis-à-vis les partis, la corruption, etc. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour établir un programme complet, de dénoncer les politiciens. Et ce qu'on a vu, c'est que sur cette base, en fait, on peut avoir des revirements complètement radicaux. Donc voilà, absence de programme. Et, par rapport au gouvernement de Salvini, je me permets de nuancer une chose, c'est que, à mon avis, le gouvernement de Salvini prétend désobéir par rapport aux questions migratoires, mais à mon avis, ce qui défend Salvini, ce qui fait Salvini, est dans la continuité de ce qu'ils font les agences européennes, ce qui fait l'Union européenne de fait par rapport aux migrants. Il refuse d'accepter un bateau de migrants dans les côtes d'Italie, et c'est criminel, mais la vérité c'est que l'Union européenne, elle organise, elle paye des bandes armées dans l'ensemble du continent africain et à la Turquie, etc., qui sont chargés d'empêcher aux migrants d'accéder à l'Europe. Alors, à mon avis, les Salvini et ses amis, ce qu'ils font, c'est verbaliser et assumer une politique qui trouve ses bases déjà dans la politique menée de fait par l'Union européenne, pas dans les propos de la Commission ou des dirigeants européens, mais dans les faits, ce qui fait l'agence Frontex et toutes les opérations d'externalisation de frontières. Malheureusement, ça correspond à ce que Salvini aujourd'hui se permet de revendiquer ouvertement. Merci beaucoup, Alex. Ne pose pas trop vite ton micro, parce que j'aurais voulu que tu enchaînes par rapport à la question plus spécifiquement posée par rapport à Podemos, et comment est-ce que Podemos se positionne par rapport à l'Europe, justement, par rapport à l'Union européenne, aux institutions européennes, mais aussi par rapport à la monnaie unique. Bon, c'est une bonne question parce que c'est une question compliquée et je ne voudrais pas donner l'impression qu'il y a une seule position au sein de Podemos par rapport à ça. C'est une question qui traverse Podemos. Je pense qu'on a quand même des éléments communs. C'est que, bon, à l'origine de Podemos, dans les périodes qu'on vit, on est confronté au caractère clairement antidémocratique de l'Union européenne. On l'a vécu au moment de la crise financière et comment elle a été résolue en sauvetant les banques et en condamnant les populations à l'austérité, mais aussi au moment du gouvernement grec qui a été soumis à un chantage mafieux de la part des institutions européennes. Alors, cette expérience de l'Union européenne en tant qu'entité antidémocratique, je pense que c'est partagé clairement par Podemos, et donc une opposition à ce type de fonctionnement. Par rapport au traité européen, bon, je pense qu'il est clair pour tous que les traités européens, disons que l'aspect néolibéral antidémocratique aussi du point de vue économique, c'est inscrit dans les traités européens depuis tout le début de la fondation de l'Union européenne. Il faudrait aller jusqu'au traité de Maastricht ou même bien avant pour trouver les racines de ce qui s'est passé dans cette crise. Et donc, il y a une opposition au traité européen. Je voudrais attirer l'attention sur les déclarations qui ont été signées par des dirigeants de Podemos et d'autres alliés européens, donc la France Insoumise en France, Bloco de Esquerda Portugal et l'Alliance Rouge-Verte en Danemark et d'autres partis, qui ont signé des déclarations ensemble dans le cadre de la préparation du processus des Européennes de l'année prochaine, qui s'engagent à agir et s'organiser ensemble, et qui affirment tous justement l'incompatibilité entre ce qu'on défend, ce qu'on propose et les traités européens, et donc la nécessité de désobéir et de rompre avec ces traités européens. C'est des déclarations qui ont été signées par des dirigeants de Podemos, y compris récemment cette semaine par Pablo Iglesias. Par rapport à l'euro, bon,
Oui, Podemos ne portait pas la sortie de l'euro dans son programme. Ce n'est pas un drapeau qu'on affiche ou c'est quelque chose qu'on réclame. Après, moi personnellement, je pense que ce qui a été montré dans les cas grecs, c'est que l'euro, ça peut être une arme très puissante au service du noyau le plus antidémocratique de l'Union européenne, c'est-à-dire la Banque centrale européenne et l'Eurogroupe, etc., qui ont utilisé au moment du gouvernement de Tsipras la liquidité et les paiements de la Banque centrale européenne comme un moyen d'étouffer ces gouvernements. Je pense que dans les cas grecs, les gouvernements grecs avaient deux choix à ce moment-là. Soit créer sa propre monnaie. Évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas en une semaine, c'est quelque chose qu'ils auraient dû préparer depuis le début, et je pense que c'est une bonne partie de leur manquement, c'est ces manques de préparation face à ce conflit, ou bien se soumettre aux impositions de l'Eurogroupe comme ils ont fait. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de ces problèmes sans nécessairement faire une vertu ou un but, le fait de sortir de l'euro, c'est que savoir que l'euro, ça peut être ou c'est aussi une arme qui est contrôlée par peut-être nos ennemis. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question par rapport à l'État et au rapport de l'État, notre rapport, les rapports des mouvements sociaux aussi à l'État. L'État parfois perçu comme un ennemi. C'était la deuxième question posée par le monsieur tout à l'arrière. Je me disais que c'était peut-être intéressant de la poser maintenant quand on a parlé des institutions européennes, mais peut-être d'une manière plus précise l'État et ce rapport difficile. S'il y a l'un d'entre vous qui souhaiterait commencer, j'aurais tendance à dire Mathieu peut-être sur cette question-là pour démarrer. Je le craignais. C'est une question quand même assez massive. La question du rapport à l'État posée ainsi, elle est quand même assez compliquée. Et j'étais assez intéressé de la manière dont finalement vous l'articuliez en disant tout dépend de quel endroit on parle, puisque la question de ce rapport à l'État se pose différemment selon qu'on se trouve dans les mouvements institutionnalisés de type syndicats et mutuelles ou qu'on se pose du côté des mouvements autonomes, et qu'au fond il y a une sorte de confiance de principe d'un côté, de défiance de principe de l'autre. Pour moi, l'une des principales vertus il y a deux choses à dire de ce côté-là. La première, c'est que on manque certainement aujourd'hui, intellectuellement, dans l'outillage en sciences humaines et en philosophie, on manque d'une critique contemporaine de l'État. Il y a eu beaucoup de critiques de l'État qui ont été produites depuis 2 siècles. On manque d'une critique contemporaine parce que, du fait précisément de la mondialisation et de la réorganisation néolibérale du monde, l'État a pu servir ou apparaître comme le refuge, ce qu'il est à mains égards, contre ces vents mauvais de la mondialisation, et que par là même cette position de refuge nous a privés de nous demander ce que l'État fabrique concrètement aujourd'hui, quel genre de relais il constitue, quelle est sa part de relais des logiques néolibérales mondiales, et quelles sont les modalités de sa résistance. Donc, au fond, entre une sorte et ce qui peut conduire à l'occasion à une forme de conservatisme aussi bien, considérant que, au fond, ce qu'il s'agit de faire, avant tout, c'est de sauver quelque chose. Mais sauver, ça n'est pas exactement transformer. Et autour de cette question de l'État, on a vu passer le discours de la contestation, passer du côté du sauvetage ou de la préservation, sans qu'on sache très bien quels sont les critères. Bon. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'une réflexion en termes, c'est un peu ce que fait Foucault pour le coup, en termes d'instruments de gouvernement et de considération de ce que font les instruments de l'État, les outils de l'État, ces outillages, c'est vraiment intéressant. Quand on voit ce que fait en France l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui,
en termes d'accueil ou plutôt de non-accueil des mineurs isolés, on a plutôt envie de considérer que la préservation ou le sauvetage de ce qui se fabrique là n'est pas une priorité. Puis à réinterroger la manière dont ces outils-là fonctionnent. Mais voilà, moi j'aurais tendance à avoir envie de défaire cette unité un peu hypnotique de l'État avec un E majuscule pour considérer pièce par pièce, segment par segment et secteur par secteur ce qu'il en est et ce qu'on peut faire aujourd'hui autour de cette question. Sinon, on est renvoyé à des positions qui sont quasiment des positions identitaires. C'est ça que je veux dire. Enfin, identitaires, entendons-nous. Des positions d'identité. Je suis de tel endroit, donc mon rapport à l'État est tel et tel. Ce qui ne raconte pas grand-chose en fait du fonctionnement de l'État aujourd'hui. Merci beaucoup. Éric Je crois que c'est important de constater qu'il y a un caractère de classe de l'État. Ça paraît peut-être comme une notion ancienne. Quelle est réellement sa pertinence? Je crois qu'elle a beaucoup de pertinence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Macron arrive en parlant de la République en marche et même de la révolution au gouvernement, il arrive à la tête d'un appareil d'État qui est du camp de la classe sociale qu'il représente. Il vient de la banque Rothschild, il défend toute une série de politiques qui approfondissent les attaques contre ceux d'en bas, et il fait une série de cadeaux aux grandes entreprises. Par contre, quand un gouvernement comme celui d'Allende ou de Syriza arrive au gouvernement, ils arrivent au gouvernement dans un environnement de l'État qui est hostile. Et soit ils s'y adaptent et là, ils normalisent, soit, à partir de la position du gouvernement, ils commencent à essayer de combattre la nature de classe, la nature sociale de cet État, son caractère autoritaire, vertical, et ça c'est l'aspect dialectique et contradictoire, à partir du gouvernement, faire des changements radicaux, donc une intervention forte, mais par exemple pour redonner du pouvoir ou donner du pouvoir à la société. Par exemple, en matière de banque, pour moi, un gouvernement réellement de gauche qui accéderait au pouvoir gouvernemental devrait, par la voie légale, socialiser le secteur bancaire, pas l'étatiser. C'est-à-dire transformer par exemple le secteur bancaire en un service public et faire en sorte que les citoyens et les citoyennes du niveau local contrôlent ce service public bancaire. Donc c'est à la fois une force de gauche, si elle est réellement d'une nature sociale différente de ceux qui se sont succédés au pouvoir et veut que la majorité sociale, que ceux et celles d'en bas puissent faire réaliser des avancées, ce gouvernement de gauche doit commencer à déconstruire cet État. Et il sera dans un affrontement avec toute une série de structures de cet État, avec la Banque centrale, avec l'administration des finances. Mais si on veut des changements radicaux dans l'enseignement et dans la politique sociale, il y aura aussi des affrontements avec les hauts fonctionnaires des ministères compétents qui sont habitués à autre chose. Et donc c'est tout ça. De nouveau, la normalisation ou pas. Il y a une tendance de force de gauche qui arrive au gouvernement d'essayer de se faire accepter par un corps organisé, très organisé, qui n'en veut pas, qui n'attend qu'une chose, c'est le renoncement de ceux qui sont au gouvernement ou leur adaptation à ceux-ci. Et là, il ne suffira pas d'une question d'éthique. C'est très important, évidemment, de refuser des privilèges, etc. Mais il faut une orientation politique. Il faut prendre des décisions qui ne sont pas simplement de la nature de « je vais mieux gérer les affaires publiques sans faire de corruption, en faisant des audits, etc. » Il y a des changements radicaux à prendre. Et ça impliquera rapidement
des affrontements qui peuvent être favorables aux intérêts de la société si cette même société, à savoir la population, s'organise et participe au processus. Et donc s'il y a une dialectique entre gouvernements qui veulent le changement et appui populaire par rapport à tous ceux qui bloquent le changement. Merci. Il y avait une autre intervention de la part de Mathieu ou... Oui, rapide. Je trouve que... alors je suis assez d'accord pour opposer Emmanuel Macron et Salvador Allende. Pour autant, je pense que les choses sont plus compliquées en ce sens que, par exemple, les premières difficultés sérieuses qu'Emmanuel Macron a rencontrées, c'était avec son état-major. C'est un peu oublié le 14 juillet de l'année dernière, que de la même manière, il faut regarder d'à peu près les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui pour tenter de doubler ou de passer outre les administrations des ministères en installant dans les cabinets ministériels ou en doublant les fonctions de ces administrations par des conseillers spéciaux. Donc c'est là où je pense que l'État est une entité beaucoup plus complexe qu'il ne semble, et il y aurait besoin il y a besoin d'une sociologie ou d'une anthropologie. Je pense au travail de quelqu'un comme Didier Fassin, par exemple, sur les questions que se posent les fonctionnaires dans l'exercice de leur mission, qui permettent de déverrouiller cette conception d'État pour voir aussi bien pour voir aussi bien les efforts que doit faire un gouvernement pour s'approprier son propre instrument d'État. Voilà. Et les efforts considérables. Il y a vraiment une part considérable du travail gouvernemental consiste à essayer de faire en sorte que son État, quand bien même un certain nombre de hauts fonctionnaires sont effectivement sur la même ligne politique que le gouvernement, que son État ne lui échappe pas. Merci beaucoup. Il y avait encore une question par rapport à la séparation entre mouvements sociaux et partis, mais il me semble qu'il y a eu déjà des éléments de réponse dans l'intervention d'Éric Toussaint. Donc, je vais prendre peut-être une dernière question. Malheureusement, nous touchons à la fin de le temps qui nous reste. Donc, j'essaye de voir... voilà, donc... j'essaye de voir à qui je vais donner la parole. Voilà, donc je vais donner la parole à monsieur ici, de la deuxième rangée, avec le t-shirt français. Et je suis vraiment, vraiment désolée de ne pas pouvoir aller plus loin, mais le temps, malheureusement, touche à sa fin. Merci. Bonjour, donc... je voudrais juste rapidement revenir sur l'expérience de Syriza sans m'y attarder, mais je pense que ce que cette expérience montre, c'est que malgré les bonnes intentions des uns et des autres, l'échec, il y a eu un échec qui est vraiment patent, et ça pourrait peut-être, ça a été dit d'ailleurs dans certaines interventions rapidement, mais on pourrait y revenir un petit peu, c'est que ça démontre le fait que l'État, le pouvoir politique de manière générale, durant toutes ces dernières décennies, a été complètement dépossédé de son pouvoir économique, de tous les leviers qui existent en la matière, et qu'aujourd'hui il se retrouve totalement impuissant. Donc, ce que ça pourrait peut-être dire, c'est que dès lors, la normalisation, les différentes formes de normalisation auxquelles on assiste, serait peut-être la conséquence du fait d'avoir placé autant d'énergie, autant d'espoir dans la seule conquête du pouvoir au sein du champ politique, au détriment de la prise de pouvoir dans d'autres champs, et en particulier du champ économique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, que font les mouvements sociaux pour prendre le pouvoir dans les entreprises, pour essayer d'y inverser les différents rapports de force? Et donc, est-ce que le fait de s'enfermer, de se laisser circonscrire dans la seule prise du pouvoir d'État, malgré son impuissance, ne serait pas une des causes, en tout cas peut-être pas la seule, mais une des causes de cette normalisation? Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas à qui je peux donner la parole par rapport à cette intervention. Peut-être qu'on peut profiter pour un dernier tour de parole. Alex? Oui, je pense que tu as raison. Mais quand même, je pense qu'en Grèce, justement, il y a eu des expériences très intéressantes depuis le début de la crise, des prises de pouvoir économique par en bas. Bon, toujours partielles, peut-être même marginales, mais quand on se souvient de la télévision publique grecque qui avait été occupée par des travailleurs après sa fermeture et qui avait été mis
à nouveau à fonctionner sur le contrôle des travailleurs. C'est une expérience prodigieuse de prise de pouvoir à ce moment médiatique, de pouvoir de l'information par les gens auto-organisés de la même façon, en réponse au mémorandum et à l'austérité. Il y a eu énormément de mouvements sociaux qui ont auto-organisé la distribution de la nourriture, l'accès aux soins médicaux et toute une autre série d'expériences que, bon, on serait un peu injuste de reprocher aux Grecs de ne pas avoir essayé. Évidemment, ça n'a pas été suffisant, mais je pense que c'est qu'en effet, on peut reprocher au gouvernement de Syriza, c'est de ne pas assez savoir appuyer sur ce genre de mouvements et même d'avoir entré dans une relation très conflictuelle et des fois même répressive de ce genre de mouvements, notamment par rapport à la télévision publique grecque. Mais je pense que, disons, les rapports entre ces expériences d'auto-organisation et l'État, y compris l'État qui a été occupé par une force qui se veut transformatrice, ne sont pas forcément des contradictions. Et que l'expérience du mouvement de Syriza, du gouvernement de Syriza, ça montre aussi qu'un accès au pouvoir d'une force comme ça peut promouvoir un grand degré d'auto-organisation et de mobilisation qui peut avoir des conséquences bénéfiques pour l'État lui-même. Alors malheureusement, la fin de l'histoire n'est pas très joyeuse, mais disons, au moment où il y a eu le référendum sur le mémorandum, il y a eu aussi la mobilisation la plus importante, on m'a dit, depuis les années 70 en Grèce. Une mobilisation qui a dépassé en fait les attentes et peut-être même les envies des gens qui avaient appelé au référendum et qui avaient débordé de fait les gouvernements de Syriza et qui avait donné un rejet massif de la population à cette mémorandum. Alors, il y avait par l'effet combiné des mouvements et de l'action au pouvoir, une force démocratique énorme qui, à mon avis, et ça, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais aurait donné une légitimité démocratique suffisante au gouvernement de Tsipras pour refuser carrément les mémorandums. Alors, ça n'a pas été le cas, je pense qu'il y a des différentes raisons, mais qu'en tout cas, cette dialectique, on l'a bien vu travailler en Grèce à ce moment-là. Merci. Soit pour répondre à cette question, soit peut-être pour avoir une dernière intervention avant de conclure. Une toute petite intervention conclusive et je voudrais revenir sur ce qui ouvrait ton propos tout à l'heure. Rappeler tout de même que la contestation peut se normaliser, elle peut aussi être écrasée. Et l'expérience récente, enfin, c'est toujours important de savoir depuis quelles expériences on pense. Et ce soir, on a pensé autour de Podemos, autour de Syriza, enfin, quelque chose a tourné dans cet horizon-là. Moi, c'est vrai que j'ai une pensée pour la place Tahrir. J'ai une pensée pour ce qui s'est joué en 2011 et la manière dont les contestations ont été purement et simplement, dans la quasi-totalité des cas, pas la totalité des cas, la question tunisienne reste ouverte, mais très violemment, très puissamment écrasée. Et de ce point de vue-là, moi j'aurais une prudence vis-à-vis du jugement porté sur les mouvements contestataires à l'aune de la nécessité de leur simple survie. Voilà, c'est cette toute petite prudence-là consistant à dire... consistant à se souvenir qu'un mouvement contestataire se préoccupe de réussir, d'accoucher effectivement des objectifs qu'il se propose, mais aussi de tout simplement survivre. Et cette question-là, cette question minimale de la survie, me semble importante à noter, à souligner ce soir. Merci beaucoup. Éric, une dernière intervention pour conclure. Oui, je pense qu'il y a quand même des éléments d'espoir dans le contexte dont on parle. On a commencé sur les résultats électoraux en Wallonie et à Bruxelles, c'est déjà pas mal. On aurait pu avoir des lendemains de vote dans tout autre contexte et on serait du côté flamand, on serait moins heureux
que du côté wallon ou bruxellois. Mais aussi penser au succès des propositions et de la campagne autour de Bernie Sanders aux États-Unis. On sait que si Bernie Sanders avait été le candidat démocrate contre Trump, Sanders, parce qu'il représentait le combat contre le système que Trump essayait de représenter et a réussi à représenter contre Hillary Clinton, qui apparaissait comme l'émanation du système, Bernie Sanders aurait pu gagner et représente encore un espoir très important. Il a fait un appel international il y a une dizaine de jours, mais il faut regarder de l'autre côté de la Manche l'espoir autour de Jeremy Corbyn et des propositions qu'il avance de renationalisation de la poste, des chemins de fer, de redéveloppement du service national de santé. Et donc le problème que je vois comme point commun, c'est que quand des forces de gauche osent proposer des solutions radicales à gauche de libération et pas des réactions racistes d'extrême droite, elles trouvent un écho. Et le problème, c'est leur capacité ensuite, effectivement, une fois qu'elles arrivent au gouvernement, de concrétiser ça et de ne pas se transformer en une force qui se laisse récupérer et qui est un mécanisme de normalisation de la contestation qui les a portés au pouvoir. Et donc ça, c'est tout le défi. Et là, pour qu'il y ait une résistance à l'adaptation et à la normalisation, ben, c'est l'intervention de chacun et chacune, des mouvements citoyens, des mouvements sociaux, de tous ceux qui sont ici réunis, qui se posent ces questions-là. Il faut intervenir, interpeller, agir au niveau politique et social, et pas simplement contempler ce qui se passe. Et donc, ça implique une capacité de contrôler, de dénoncer les compromissions s'il y en a, etc. Et enfin, je suis aussi d'accord comme Alex que Syriza, un de ses problèmes, c'est de s'être quelque part contenté d'être une force de gouvernement et de dire aux gens, laissez-nous gouverner. Et on va arriver par la négociation avec l'Europe aux concessions auxquelles vous avez droit, vous, le peuple grec. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de nouveau cette dialectique entre le gouvernement, ceux qui sont au gouvernement, dans une relation d'hostilité par rapport à toutes les sources de pouvoir, et la population qui les a portés à ce gouvernement pour agir, et notamment susciter un mouvement de solidarité à l'intérieur du pays et de mobilisation et internationale, l'écrasement ou la défaite risque d'intervenir. Et effectivement, quand on est au gouvernement, il faut agir rapidement pour prendre des mesures conformes aux engagements qu'on a pris. Et donc des engagements pour intervenir dans l'économie, des mesures qu'on a annoncées, évidemment. Et donc il faut avoir un programme qui est convaincant du point de vue des propositions économiques et des propositions de société. C'est ma conclusion et je suis très heureux d'avoir participé avec vous tous à ce débat ce soir. Merci beaucoup au Festival des Libertés. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à vous, notre cher public. Je vous invite à féliciter, à applaudir aussi Yacine Yakana, qui nous a accompagnés avec ses dessins. Un tout grand merci, Yacine. Je vous invite également à applaudir l'association Formation, Éducation, Culture, qui est partenaire dans l'organisation de ces débats et qui nous a permis, qui nous a accompagnés dans la structuration, la recherche des intervenants. Un tout grand merci à eux aussi pour avoir fait possible cette soirée. Je vous invite à découvrir la suite du programme. Je suis sûre que je vous reverrai à d'autres moments et profitez de la suite de la soirée. C'est pas encore fini. Au grand plaisir de vous revoir bientôt. Bonne soirée.